François Bon, Lovecraft, 1925, à 100 ans exactement de distance, mais dans le défi de le faire au jour le jour sur toute une année, quoi qu'il se passe, et même s'il se passait si peu, mais jusque-là, quelle surprise on a, de revenir au petit carnet que tient Howard Phillips Lovecraft tout au long de cette année 1925, où il vit en célibataire tout en étant marié. Mais c'est ça aussi qu'on suit avant un retour à Providence au tout début janvier 1926, une année donc à New York, dans la ville théâtre, la ville monde, la ville de tous ces brassages, et évidemment perméable à tout ce que l'époque est en train de changer, déplacer, affronter. Et c'est parce qu'on confronte ces notes-là, de ce qui se passe de personnel, d'intime. Là, on va voir là, dans la semaine prochaine, qu'est-ce qu'ils mangent, comment on fait durer le tout petit budget qui sert à boucler le mois. On va franchir une étape encore, tout bientôt. Et puis cette vie extrêmement sociale avec un groupe restreint d'amis écrivains de sa génération ou un peu plus âgés comme Everett McNeil, et le confronter à justement ce brassage, ce brassement. Et c'est parce qu'à l'intersection, il y a, là, dans ces heures de croisement de nuit, eh bien, c'est échappé par l'écriture qui catalyse tout ensemble. Et le chemin individuel et ce brassement d'époque que la ville concentre à l'infini. Ce qui ne sera plus le cas à Providence, où la médiation par les livres, par exemple, sera différente. Alors aujourd'hui, on est le 26 mars 1925. Pour eux, c'est jeudi. Pour nous, mercredi. Décalage d'une journée, ce sera comme ça jusqu'au bout. On y va voir. Ordi. On est donc là dans le facsimilé de ce Diary 1925 de la bibliothèque de la John Hay Library, la bibliothèque universitaire de la Brown University à Providence, qui nous fait là le plaisir d'avoir toute une suite de documents et de facsimilés en ligne dans une super résolution. On a suivi donc le dimanche 25 avec excursion et marche à travers Brooklyn. Le 23, on avait beaucoup moins de choses, mais chaque fois, on arrive à trouver... tout simplement, il suffit de lire le journal. 24 et 25, une autre figure, puisqu'il y a eu Nuit Blanche, Stayed Up Road. Stayed Up Road. Comment vous voulez diviser en ce cas les cases du petit calepin? Le 24 et le 25 étaient ensemble. On revient aujourd'hui à notre rythme. Up late, ça veut dire que c'est pas midi, mais que c'est un peu plus tard. On se met à écrire le road. On dirait un mot orphelin. Road. Et quand il est orphelin, c'est quoi? On écrit quelque chose. C'est écrire sans complément d'objet. C'est Maurice Blanchot qui disait « Écrire est un verbe intransitif ». Alors, wrote, là, difficile de savoir pour l'instant ce à quoi il travaille. C'est-à-dire, il y a évidemment tout ce qui est wrote letters, une correspondance qui est très dense parce qu'il y a ce travail pour le United Armateur, dont il coordonne la publication de juillet à échelle de toute leur fédération des États-Unis, mais souvent il précise quand il s'agit de ça. Est-ce qu'il s'agit de fiction? Là, on est plutôt dans un intermède. C'est que bientôt on va avoir ça qui va se dégager. Un travail sur un essai sur la fiction, essai sur la littérature surnaturelle. On va voir ça naître là devant nous dans le carnet. Bon, gardons cette idée du mot orphelin. C'est-à-dire, dans ces plis de la nuit, on se concentre sur écrire. On est dans l'attente du complément d'objet direct. Écrire quoi? Eh bien, restons dans cette distance et cette attente. Vous voyez, c'est là, à ce moment-là, où ça commence à réverbérer sur nous. Et toi, tu écris quoi, seul, dans le milieu de tes nuits?
du calepin, des notes, un texte que tu continues parce qu'il est en cours et qu'il faut bien l'avancer. C'est ça justement qui nous relie là à cette expérience au jour le jour. Et puis, chaque fois, c'est-à-dire cette vie sociale, c'est ça qui est compliqué. C'est-à-dire, on la souhaite et en même temps, on la refuse. Si on avait dit à Lovecraft 2 ans plus tôt, tous les jours, chez toi, tu auras la visite de ce Samuel Loveman de Cleveland, ce poète qui a déjà publié beaucoup plus que toi et qui sera devenu ton ami personnel. Lovecraft aurait dit oh. Et vous savez, on a déjà parlé de ce texte qui s'appelle Randolph Carter. C'est quoi ? Eh bien, Lovecraft a commencé à correspondre avec Loveman, Lovecraftman, le Craftman, l'artisan de l'amour, et ça vaudrait pour les deux. Non, eux, ça les intéresse pas trop, ce genre de jeu de mots. Restons sur Lovecraft et Loveman, mais ça y est, ils ont commencé de correspondre, et Lovecraft, ça se traduit par un rêve. Et il est derrière ce Loveman là, qui s'enfonce dans la terre. Il s'enfonce dans la terre avec un câble de téléphone. Et à mesure, il lui dit ce qu'il observe, jusqu'à un moment où il sera confronté à la pire terreur et lui dira « se sauver ». Lui, il restait là, accroché à son fil de téléphone, sans savoir jusqu'où l'autre est descendu. Lisez Randolph Carter, et ce sera un des premiers textes de fiction de Howard Phillips Lovecraft, parce que ce rêve, il le transcrit, il l'envoie à Alfred Galpin, notre ami de Cleveland, qu'il a connu via le United Amateur. Mais dans le Wisconsin, c'est compliqué. Ouais, mais vous savez, pas d'importance, puisque nous, on le déplie chaque jour. Et une fois le rêve transcrit et envoyé à Galpin, il le reprend et, par ce nom d'emprunt. L'écrivain, c'est plus celui qui s'enfonce, c'est celui qui reste là. C'est ce Randolph Carter qui écoute l'autre se confronter à la pire terreur et qui disparaît dans cette terreur. Et ça, c'est le premier rapport à Loveman. Il y a un autre rêve aussi où Loveman est impliqué, c'est le texte qui va devenir Nyarlathotep. Loveman lui dit « Viens à Providence, ce conférencier qui explique les phénomènes électriques et les montre au cinéma. Il faut absolument que tu ailles le voir. » Et dans le rêve de Lovecraft, c'est vraiment Loveman qui lui dit d'aller voir ce Nyarlathotep. Et quand il écrit le texte Nyarlathotep, il décrit précisément le chemin qu'il doit faire à Providence de Angel Street, où il vit encore à l'époque, jusqu'au centre-ville, le Heart Center, où il y aura cette conférence. On peut refaire à pied, moi je l'ai fait sans aucun problème, d'après le texte, le trajet, et là, ce conférencier fera sortir les événements, et des boules de feu, d'électricité statique vers les spectateurs, qui, comme le joueur de flûte de Hameln, se dirigeront en file indienne vers une petite porte en bas de l'écran, et là, se retrouveront dans le vrai Providence, iront vers la centrale électrique, vers le pont, et là, il y aura une espèce de caverne où ils s'engouffreront. Voilà, ce rapport de Loveman et Lovecraft, il n'est pas du tout simple, alors que maintenant, tu es en train d'écrire, ça frappe bien, ça y est, c'est Loveman qui vient. Évidemment, on va aller rejoindre George Kirk, le voisin au-dessus, et j'adore cette petite notation. Alfred Downtown, on s'en va tous les 3 centres-villes, c'est-à-dire qu'ils prennent le métro pour aller à Manhattan. Ce serait beaucoup trop prosaïque pour ça, c'est quelque chose qui chante. On est tous les 3, on s'en va centre-ville. On est tous les 3, on va jusqu'à Manhattan. Qu'est-ce qu'ils vont faire à Manhattan ? Là, par contre, il va trouver un livre sur le Rhode Island, puisqu'on a toujours ce mot qui revient tout le temps. On l'a vu la semaine dernière, bookstalls, et on le retrouvera demain. Bookstalls. On visite les bouquinistes, les livres d'occasion. Et il ramène un livre sur le Rhode Island. Celui-ci, on le connaît parce qu'il en parlera là, justement, dans le 2 avril, quand reprendront les lettres. Wrote letters, ici, donc, à Annie Gamwell, sa tante, et la tante Liliane, la tante Annie, on saura de quel livre sur le Rhode Island il parle, un bon livre. Et Papers, qu'on achète les journaux, chaque mois, on achète ces magazines qui les publient, et en particulier Weird Tales, qu'il ait un texte dans Weird Tales ou pas. On mange à l'automate, tous les 3, toujours
jours, puis on remonte, et ce sera encore écrire, ce sera encore monter chez George Kirk, et quand il redescend sans nous dire l'heure, il écrit en majuscule et avoir écrit à sa tante Annie, et on est toujours dans cette suite de lettres qui sont bien répertoriées dans le carnet de Lovecraft, mais dont on n'a pas qui n'ont pas été sauvegardées. Et puis il y a un petit mot ici, est-ce que vous le voyez? Il l'a rajouté entre les lignes en majuscule, silhouette. Silhouette en majuscule, vous faites ça souvent, vous? Eh bien, allons-y. Voilà mon PDF. Et mon PDF, comment je ne rendrai pas hommage d'abord à ce mot silhouette, puisque la silhouette, on la connaît. D'ailleurs, c'est même écrit dessous « It is my silhouette by Perry », avec la date 29 mars 1925, ce qui nous pose un petit problème d'interprétation, mais c'est pas grave, on va le trouver. La silhouette, elle est effectivement celle de Howard Phillips Lovecraft, elle est devenue iconique, et à côté on a ce Perry, puisque c'est signé It is my silhouette by Perry, et Perry, ça lui, allez, je l'ai mise l'image aussi en plus grand, et c'est un article de journal, Mr. E.G. Perry, avec comme sous-titre A Negro Silhouettist of No. Et cette notation, pour Lovecraft qui n'en est pas avare, elle a disparu. On verra silhouette, on verra le 29 à revenir le mot silhouette au pluriel, mais que ce soit un jeune noir qui les propose, qu'est-ce qu'il fait? C'est classique, il prend un Bristol noir et avec ses ciseaux, directement face au modèle, sort cette découpe du profil. Ensuite, il arrange un petit peu quelques autres, là pour le trait de chemise et le faux col. Il le met dans un joli papier qui se replie avec la mention manuscrite. Dans cet article de journal là qui présente ce Perry, la première phrase est étonnante. Les silhouettes et l'artiste sont noirs toutes les deux. Et l'article sur ce Perry, alors on a voilà la seule trace qu'on a donc avec cette photographie, et cet article là qui date de 1905. Donc Paris, là on est 20 ans après cette photo, mais c'était le roi du keepsake. Ce mot keepsake, comme il est aussi lié à cette époque. Et ce qui est fascinant, c'est que ce Perry, on le voit aller jusqu'en Floride. Alors il s'installe dans les grands hôtels, Royal Poinciana and the Breakers de Palm Beach. Vous savez, le Breakers, il vient juste de brûler la semaine dernière. Vous vous en souvenez? On a vu ça. Et quand il revient à New York, il s'en va à Coney Island, là où il y a le Luna Park, le Dreamland, tous ces grands parcs d'amusement, et la foule, et la foule, et la foule. Et puis, entre-temps, quand il s'installe, il est noir. Il vit à Harlem. Alors, il est né vers 1879, donc il a 12 ans de plus que Lovecraft. Il est né à Monroe, en North Carolina. Et dès 1905, donc, on le voit, on a des traces de Perry à l'œuvre. Et toutes ces années, on le voit aussi soit recevoir au Dolphin Hotel, au 695 Lenox Avenue d'Harlem. C'est là où il est installé un petit peu à demeure, mais il vient aussi à Manhattan avec son stand là, portable. Et là où nous, on a un tout petit problème d'interprétation, c'est que là, est-ce qu'il découvre Perry? Silhouette. Mais ce sera seulement le 29 qu'on retrouvera le mot silhouette au pluriel, et
Là, le document qu'on a, la découpe au ciseau de l'ombre chinoise de Lovecraft par Perry, date du 29. Alors, moi, je vous laisse interpréter comme vous le voulez. Là, il y a un S. Alors, est-ce qu'ils vont refaire ça, plusieurs du Kalem Club, et que Lovecraft veut une sorte de mémorial, voire même imprimer ça dans la parution de juillet, où on présentera tous les membres éminents du Kalem Club. On verra qu'en juin, il reviendra voir Perry, cette fois avec Sonia, pour avoir leurs deux découpes, leurs deux profils en vis-à-vis, un de droite, un de gauche, pour se regarder à jamais. Alors aujourd'hui, donc, le mot silhouette, c'est des petites interprétations, n'empêche qu'on a là, tout d'un coup, encore une petite émergence, et cette émergence, elle a un nom. Ah ouais, que 2 lettres, on n'a pas exactement le prénom. Edwin, Edward, Edmond. E.G. Perry. Et ce Perry, on perd sa trace un petit peu après, en 1934. Tout d'un coup, on n'a plus de dessins signés. Mystère, là encore, c'est ça aussi qui est peut-être juste beau. Alors, retour donc à mon PDF. Ça me vaut au moins une belle une et l'occasion de reprendre. Donc, tant pis, on le fera pas le 29. 29, on trouvera autre chose. Mais c'est aujourd'hui qu'il y a le mot qui arrive en majuscule, silhouette. Il s'agit bien de Perry. Écrit Montéchekirk, retour, écrit à tante Annie. Eh bien, il est temps juste simplement d'aller voir le journal. On s'en va dans le New York Times. On est donc effectivement le jeudi 26 mars 1925. On suit toujours, les fouilles archéologiques en Égypte. Ça, c'est sûr que ça, ce roi prédécesseur de Toutankhamon, Lovecraft n'aura certainement pas loupé cet article et la description des objets trouvés dans sa tombe. Le métro de Staten Island, le dossier est remonté jusqu'au gouverneur. Vous savez que c'est un vrai serpent de mer, cette histoire. Mais non, le métro se fera jamais, pour notre chance. On voit aussi, là, dans la une, j'ai pas recopié cet article parce que c'est une triste histoire d'un contremaître. Vous savez que Manhattan, on est en train de la larder de ces grands tunnels de circulation qui vont soulager les ponts maintenant que la circulation automobile explose. Et donc le Manhattan d'aujourd'hui fonctionne toujours avec ces tunnels en jeu politique. Vous connaissez le nom de la compagnie Boring Tunnel, faite par monsieur Elon Musk pour désengorger Los Angeles. Oui, qu'on n'est jamais loin des choses qui sont pas simplement. Il s'agit de la circulation. Non, il y a d'autres enjeux toujours derrière qui sont à fleur dès qu'on gratte un peu. Nous, ici, on est les mots qui grattent, n'est-ce pas? Salut. C'est une lettre d'info qui s'appelle comme ça. En France, nouveau musée pour la Légion d'honneur. Ça, je pense pas que ça l'intéressera, puisque nous-mêmes, ça nous intéressera pas trop. C'est cet article que j'ai traduit, petit entrefilé, ici, pas si petit que ça. C'est des empreintes sur une bouteille. Il s'agit de quoi? D'un pauvre type. Oui, mais pauvre type, mais c'est dangereux. Donc les faits divers, on le traite toujours comme ça. Mais c'est cette idée de fiction. Quelqu'un vient chez vous, quelqu'un est chez vous. Et pour lui, c'est plus compliqué que ça, parce qu'il attache la personne qu'il trouve. Mais il passe toute la nuit, et puis au matin, il s'en va, en laissant toujours des femmes seules attachées. Mais apparemment, sans violence. On le retrouve parce que il a été marin et que, en tant que marin, pour l'identification des soldats décédés, là, on garde vos empreintes. Et c'est que cette question de l'empreinte, de la trace, des fichiers d'empreintes ADN, là encore, enjeu politique direct. Eh bien, là, on le voit apparaître. Ce type est identifié en confrontant ces empreintes trouvées sur une bouteille qu'il a bu chez une de ses victimes. Eh ben, c'est grâce au fichier des empreintes digitales de l'armée qu'on le retrouve. Et c'est cette question de l'intime, de la violence. Il s'appelle le loup solitaire, Lone Wolf. Et c'est juste en ce moment, comment je m'empêcherais une petite digression sur Hermann Hesse, qui est pile en ce moment occupé à
travaillé sur un manuscrit qui s'intitule Steppenwolf, le loup des steppes. Lui, il s'intitule Le loup solitaire. Et dans le Steppenwolf, qui est en train d'écrire pile en ce moment Hermann Hesse, très loin, qui n'a jamais entendu parler de Lovecraft, et réciproquement, bien sûr, c'est pas la question, c'est juste le fait que ces choses vibrent à distance de façon indépendante. C'est comme, vous savez, ces lois d'analyse là sur le gaz qui émergent aussi à l'époque, le mouvement brownien, voilà. Dans le mouvement brownien de l'époque, eh bien, Lovecraft, et puis là, le loup solitaire qui, là, à Boston, vient chez ses victimes, les attache, mais n'exerce pas de violence et s'en va au matin. Et très très loin, ce monsieur qui s'appelle Hermann Hesse, qui écrit un manuscrit où il est question d'un type qui s'appelle Steppenwolf, et ce type-là, qui se prétend le loup des steppes, écrit lui-même à l'intérieur du manuscrit un autre manuscrit, et voilà comment se créent ces emboîtements, pas plus. L'utilisation du gaz au radium dans le traitement des maladies, eh bien oui, Marie Curie qui est pas loin, et on est aussi là dans ce mouvement brownien. Toujours cette question de l'archéologie, de l'origine. Eh bien, à Manhattan, tiens, des os d'un mastodon. Mastodon pour nous, c'est autre chose, mais petite curiosité à épingler. Une pleine page de publicité pour ce magazine qui fête ses 40 ans, 1885-1925. Maintenant, nous avons 40 ans. Et puis, ces illustrations, mais de quoi il s'agit ? Eh bien, d'un magazine pour les bonnes ménagères, et les illustrations en témoignent parfaitement. J'avais aussi collectionné un nouveau rasoir, un rasoir portable, un rasoir de voyage. Et quand vous l'emmenez, vous voyez, c'est livré avec un petit truc de toile émerie, et vous pouvez aiguiser vous-même votre rasoir. C'est le rasoir autonome. Introduce better shaving to more millions of men. Une offre sensationnelle. On peut l'emmener en voyage. Le rasoir qui s'aiguise tout seul. Il est livré en kit avec tout le matériel. Et si on termine là juste, c'est par Victrola. World famous Victor artist will broadcast tonight. Donc publicité pour évidemment la voix de son maître pour ces appareils, là, le Victrola, c'est-à-dire le meuble qui fait radio. Et on a tout au long là la liste des stations radio. Maintenant, on ne s'appelle plus comme ça, mais double. Alors, je ne vais pas le dire en anglais, mais ce serait WHF, WMAQ, WGAR, WHI, WFI, WCAE, WGR, WDBAH, WTC, WEAF, WMAQ, WJAR, WEEI, WJFI, WCA. Même en français, c'est du mal. Allez, on réessaye. WEAF, WMAQ, WJAR, j'ai fait de la radio en direct avec le nom des stations radio. Ces acronymes qui se veulent mystérieux parce que le phénomène même de la radio est encore mystérieux. J'ai pas d'explication aussi directe, ça servirait à rien, mais un petit élément comme ça qui signe une époque et qui s'en ira avec elle à demain.